Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va aller voir l'occultiste de Shadow Dark. Une deuxième classe du Cursing One numéro 1, Diabolical Diablerie. Donc c'est un supplément de Shadow Dark, donc on est dans des classes plus optionnelles, qui sont moins forcément là, qui sont moins dans les classes de base, donc elles ont moins peut-être leur place dans le jeu, elles peuvent être aussi un peu moins équilibrées. On pourrait les voir comme des classes avancées, des moyens de renouveler l'expérience de jeu, ou juste de donner plus de variété en termes de saveur aux classes, pour que voilà, les joueurs ils se disent « Ouah, j'ai plein de classes différentes à jouer ». Shadow Dark n'étant pas un jeu de build, donc c'est pas tellement plus d'options de création de personnages en soi, j'ai envie de dire, c'est plus genre apporter de la diversité à nos personnages, tout simplement. Et donc là, l'occultiste, on va voir que c'est une classe qui est quand même très aléatoire dans la manière dont elle va être créée, donc je pense qu'il peut y avoir une grande variété d'occultistes, même par rapport au thème qu'ils incarnent. Et on va aller voir tout ça. Donc nous, on en a eu un en début de notre campagne Shadow March. Si vous ne voyez pas la Shadow March, c'est des récaps d'une campagne bac à sable Shadow Dark que je mène semaine après semaine. On en a eu un, donc lui, il avait le Willowman comme patron, mais chaque patron, en fait, change pas mal la saveur. On en a encore un, d'ailleurs. Je suis là, c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir surnaturel que j'y pense plus, mais on en a un qui a pour patron Muglub. Et donc, ils n'ont pas du tout le même thème de personnage. Donc, comme vous l'aurez compris, l'occultiste, donc déjà, il a cette illustration qui est assez stylée, je trouve. Alors, je pense que c'est la sorcière. En fait, je sais pas trop si cette illustration est censée être celle de la sorcière ou de l'occultiste, mais bon, comme il fait une sorte de sacrifice un peu gore, on peut partir. Ouais, je pense que c'est l'occultiste, puisque dessus, on a le chevalier de Saint-Idris. Donc, il est un peu dark, hein, celui-là. Et on n'a pas envie de... Voilà. Déjà, il a pas très bon goût, vu qu'il mange les tripes des gens. Donc, qu'est-ce que c'est un occultiste? C'est la classe qui va avoir des pouvoirs sans être vraiment un magicien en soi, et qui va avoir un patron, genre, qui va lui donner beaucoup de son identité. Donc, un guerrier qui hurle à la pleine lune avec ses dents taillées en pointe, un oiseau de mauvais augure à l'œil fou qui prie pour la dissolution du monde, un chercheur de savoir qui porte la marque de Shun, la déesse des secrets. Donc, on voit que ça couvre pas mal de tropes différents. Commençons tout de suite avec les armes. On est sur des armes assez légères, pas très variées. On voit bien des armes de cultistes, quoi. Genre le mec avec son arbalète, sa massue, là, son bâton. Il y a quand même la longue sword comme arme qui peut aller jusqu'à 1 d 8 de dégâts au corps à corps. En armure, on est sur... J'ai l'impression qu'on a un peu 3 types de classes à force de review des classes. On a celles qui peuvent porter à peu près toutes les armures qui vont être très résistantes à ce niveau-là. Celles qui portent quasiment rien, comme les magiciens ou les sorcières. Puis celles qui sont un peu entre les deux, en général, elles montent jusqu'à la cotte de maille ici. Même le bouclier potentiellement, un peu comme le barde ici. Elle a 1 des 6 points de vie, donc pareil, un peu comme le barde ou le prêtre, là où le guerrier a 1 des 8 points de vie. Et il peut choisir une langue supplémentaire, céleste, diabolique, draconique, primordial ou sylvestre, donc en fonction, à mon avis, du patron qu'on va avoir. Donc on dit de choisir un patron. Le patron est la source de vos pouvoirs surnaturels, de vos dons surnaturels même. Votre patron peut choisir de vous donner ou de vous reprendre vos dons à tout moment. Oh oh. Donc ça, il n'y a pas de règle stricte là-dessus, mais c'est une invitation à jouer ça, cette relation avec notre patron. Vous pouvez gagner des nouvelles bénédictions de votre patron et des nouveaux talents, ou en perdre en résultante du fait que vous suiviez en gros le plan de votre patron. Moi, je le joue pas de manière ultra stricte, je pense que je le jouerai... Vous voyez, je ne demanderai pas quotidiennement, tout de suite, petit avis perso, je ne demanderai pas quotidiennement aux joueurs de l'occultisme de devoir faire genre « Ah, grand muglub » ou « Ah, machin » et de tout le temps être comme ça, parce que sinon ça donne quand même pas beaucoup de variété, c'est pas très intéressant. Par contre, sur des moments clés, des moments où il y a des décisions capitales, un petit peu des choix moraux, un jet de dés pivot, je sais pas, sur des moments un peu stylés en fait, où on sent qu'il y a un enjeu, où ils doivent faire le choix entre leur patron par exemple et leurs amis, ou leur patron et leur richesse, leur patron et X ou Y. Là, je pense que ce serait un moment où vous, en tant qu'MJ, vous pourriez l'amener même de manière méta, être bien clair là-dessus. Parce que si vous le jouez pas au quotidien et que d'un seul coup vous utilisez cette règle et que vous dites ok, tu perds tous tes dons de ton machin, ça peut être un peu mal vécu par le joueur. Peut-être qu'il avait envie de savoir à quoi s'attendre. Et voilà, de manière méta, à un moment donné, je pense que vous pouvez amener un dilemme et tout pour savoir si le joueur va gagner des pouvoirs ou perdre des pouvoirs et tout. Ça peut être intéressant. Évidemment, c'est toujours un truc à bien voir ça avec votre groupe, parce que ce genre de classe qui a entre guillemets un agenda, donc elle contrôle pas trop et tout, ça peut créer des scènes roleplay intéressantes, des trucs intéressants, mais aussi des conflits dans le groupe. Donc voilà, je pense que il y a des petites choses à surveiller. Mais on va revenir aux mécaniques plutôt. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, on choisit notre patron déjà, on le tire pas aléatoirement a priori. Par contre, au niveau 1, on gagne une bénédiction, un des pouvoirs de notre patron,
aléatoires sur la table du patron qu'on a choisi. Donc vous voyez ici, il y a les tables des différents patrons proposés par le jeu. Vous pourriez en inventer d'autres, évidemment. Et qu'en fait, c'est là où je disais que c'était très aléatoire comme classe, parce qu'il a 2 tableaux de talents aléatoires, entre guillemets. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous gagnez un nouveau talent, donc c'est-à-dire au niveau 1, 3, 5, 7, 9, vous pouvez choisir de lancer les dés au lieu de le faire sur votre tableau talent sur la table de patron. On récapépète avant d'aller voir les talents et les patrons. Une classe qui a armure intermédiaire, arme intermédiaire, voire arme un peu plus balèze au corps à corps, qui a pas trop, enfin qui a quelques points de vie quoi, et qui va avoir des pouvoirs très spécifiques à son patron, donc une classe très variée au final, on va le voir. Donc commençons par les talents tout simplement. Si vous faites 2, vous pouvez lancer un dé de Patron Boon sur n'importe quelle table de patron, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous ne vous l'expliquez pas, mais vous avez un pouvoir de n'importe qui. Donc c'est très 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 aléatoire, mais à voir, ça peut être intéressant. Sur un 3 à 6, vous gagnez +1 dans 2 stats qui doivent être différentes. C'est pas ouf ça. Moi j'aimerais pas tirer ça honnêtement. Sur 7 à 9, vous gagnez +1 en mêlée ou aux attaques à distance pour toucher, pas pour les dégâts. Et de 10 à 11, vous lancez 2 fois les dés sur votre table de patron et vous choisissez celui que vous voulez garder. Donc ça par contre, ça c'est très très intéressant. Ça j'aimerais bien l'avoir. Moi, je vous le dis tout de suite, et vous allez comprendre quand on va aller voir les trucs de patron. Et si on a le classique 12, vous choisissez soit n'importe quel autre résultat, soit +2 à distribuer dans vos stats. Donc je trouve ça pas terrible, le truc add +1 point to 2 stats, parce que vous pourriez tomber, en fait, dans Shadow Dark, votre modificateur de caractéristiques, il évolue un peu comme dans Donge. Donc si vous avez 10-11, bah, c'est +0, 12-13, c'est +1, etc. Vous pourrez vous retrouver dans la situation où... vous avez pas, enfin dans les stats qui vous intéressent le plus, vous tomberiez sur un niveau de caractéristique impair et donc vous obtiendriez pas d'amélioration de votre modificateur. Donc en fait, honnêtement, moi, ce truc-là, je pense, je répartirais mes 2 points dans les caractéristiques qui risquent de me donner de faire augmenter mon modificateur. Et du coup, je me dis que ça rend la classe encore plus aléatoire en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas traîner là-dessus parce que j'ai pas envie de réexpliquer tout le fonctionnement des modificateurs. Je pense que les gens qui jouent à du D&D me comprennent, mais en gros, si vous aviez envie de maxer, je sais pas, la force et tout, le fait que vous puissiez pas mettre les 2 +1 dans la même stat, ça fait que potentiellement la caractéristique que vous vouliez monter à ce niveau-là, elle va garder le même modificateur quoi. Donc en fait, je le mettrais là où ça augmente le modificateur, du coup ça augmenterait l'aléa et en fait je l'utiliserais comme un talent de polyvalence. Je pense. Du coup, on va aller voir les patrons. Donc là, on a les différents patrons. Je passe le côté lore des patrons. Je vais vraiment aller sur la mécanique, encore une fois. Donc on a Almazat. Bon, allez, on va vite faire le côté lore, parce que ça va nous aider. Donc qui est plutôt une sorte de démon bête à 6 yeux et 6 cornes. Donc vraiment un truc à tête de loup, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Sur un 2, en bénédiction, il nous donne la possibilité, une fois par jour, de gagner l'avantage aux attaques de mêlée pendant 3 rounds. Donc plutôt un truc de guerrier, quoi. Si on prend Almazad comme patron, c'est un patron peut-être des berserk, ce genre de truc. 3 à 7, on apprend à manier une nouvelle arme de corps à corps, ou alors on gagne +1 pour toucher au corps à corps. Ici, on gagne +2 en force, +2 en constitution, ou +1 aux dégâts au corps à corps, ok. Ici, on gagne un avantage au jet d'initiative, pas mal. Et le classique. À chaque fois, ça va être le classique. Hein. Je pense le 12, reroll, choose one option. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez que là, c'est un peu comme si à chaque fois, c'était une classe différente, hein, honnêtement, pour chaque patron. Et vous voyez tout l'intérêt ici de tirer le 10-11 sur les talents de Warlock. Parce que du coup, on va pouvoir jeter 2 fois sur notre table de patron et choisir ce qu'on veut. Ce qui va nous permettre d'augmenter nos chances d'avoir l'effet où on doit faire un double 6 ici, qui en général est un des pouvoirs les plus forts de notre patron, vous voyez. Donc c'est pas mal. Donc là, vraiment, on est sur du Berserk avec Almazat, un truc de corps à corps, qui va avoir potentiellement une initiative améliorée comme le voleur. L'avantage à ses attaques, il va pouvoir choisir une nouvelle arme, donc il va pouvoir prendre, je sais pas moi, la Great Sword pour avoir un des 12 de dégâts au corps à corps, et potentiellement ça va devenir un Berserk. Ensuite, on a Kite Heroes, le seigneur du temps qui voit à travers tous les futurs possibles. Il cherche à ce que toutes les destinées soient accomplies telles que prévues. Ouh, incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Des bonus en force, dextérité et sagesse, potentiellement. Là où l'autre, c'était la constitution. Donc, l'autre, c'était vraiment des bonus physiques. Lui, c'est un peu plus varié. Et ses pouvoirs un peu spéciaux. Donc, une fois par jour, on peut forcer le MJ à relancer un jet de dés. Ah, ça, c'est intéressant. En plus, c'est n'importe quel jet de dés. Donc, c'est vraiment, on réécrit une partie du destin. Ça peut être tu relances les dégâts, ça peut être tu relances le jet de réaction d'une créature, ça peut être tu relances la nature de la rencontre aléatoire qui est faite. Genre,
C'est assez rigolo. C'est une fois par jour en plus. C'est intéressant. Par contre, c'est pas pour ses propres jets. C'est ça aussi qui est intéressant. De 3 à 7, on gagne plus 1 en classe d'armure parce qu'on a tendance à voir les coups arriver un peu plus tôt. Donc j'aime bien, c'est assez stylé la manière dont c'est justifié. J'aime beaucoup la flavor. Et de 10 à 11, 3 fois par jour, vous ajoutez votre bonus de sagesse à n'importe quel rôle. Ah ouais, ça c'est super fort. C'est très fort ça. Bon, heureusement, c'est limité à la classe d'occultiste parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais attendez, si je suis un magicien, que j'ai plus 4 d'intelligence et plus 2 de sagesse, je lance à plus 6 pour lancer mes sorts. Mais non, puisqu'un magicien n'aura pas cette capacité, puisqu'elle est réservée à l'occultiste. Et ça, c'est très très fort, parce que ça fait que, en gros, si vous prenez Kaitiros, vous êtes plus résistant potentiellement. Alors, vous n'avez peut-être pas accumulé tout ça, hein, puisque c'est aléatoire, vos talents, mais vous êtes potentiellement plus résistant, vous pouvez changer un peu le destin, et surtout, en fait, je trouve que le 10-11, c'est quand même très très fort, parce que ça vous permet de vraiment augmenter vos chances sur certains jets de dés que vous voulez, et c'est une augmentation flat, quoi. Genre... à partir du moment où vous avez plus 2, plus 3 en sagesse, ça devient vraiment très très fort. Donc j'aime beaucoup. Ça va vous permettre en plus de faire des trucs, peut-être de doubler, enfin, doubler vos chances, non, parce que c'est pas non plus un lock token. Je sais pas si c'est aussi fort qu'un lock token. Mais si à partir du moment où vous avez plus 3, plus 4, c'est quasiment, je pense que c'est presque plus fort qu'un lock token. En fait, ça dépend de la difficulté du jet que vous devez faire. Mais voilà, ça c'était Kaitiros. Ensuite, on a Shun the Vile. Une fois par jour, vous pouvez lire dans l'esprit d'une créature que vous touchez pendant 3 rounds. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'interroger les gens et d'aller fouiller dans leur esprit pour leur arracher des informations sans devoir recourir à la torture. Même si ça reste quand même... On peut se poser la question de l'éthique qu'il y a à utiliser un tel pouvoir. C'est assez fort. C'est assez fort, surtout que c'est pas conditionné par un jet de dés, donc ça peut être très très fort pour obtenir des informations. Il faut juste toucher la créature. C'est ça la condition. Donc, Shun the Vile, c'est donc une déesse un peu des secrets et tout, donc ça colle parfaitement en plus. Vous apprenez un sort de magicien. Le tiers, c'est la moitié de votre niveau, et on le lance avec intelligence. Donc là, ce serait plutôt un occultiste basé sur l'intelligence. Alors qu'avant, on était sur la force avec Almazat, puisqu'on était sur un berserk, et là, plutôt sur la sagesse avec Kaitiros. Est-ce qu'il y a à chaque fois une caractéristique différente? On va voir. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que si vous êtes niveau 10 et que vous tombez là-dessus, vous apprenez quand même un sort de magicien de niveau 5, qui est toujours intéressant. Plus 2 en dextérité ou en intelligence, ok. Et le 10-11, c'est plus 1 XP à chaque fois que vous apprenez. Donc c'est une accélération de votre manière de pex. Ça, je suis pas méga fan, parce que ça vient pas vraiment... vraiment, c'est un truc que d'arbitrage. Ça va être le MJ qui va devoir se poser encore plus la question de est-ce que ça, là, t'as appris un truc qui est censé donner plus 1 d'XP et tout. Honnêtement, je suis pas du tout fan de ce talent. En plus 1 XP, plus vous montez en niveau, moins c'est intéressant. Genre vraiment, plus 1 XP, quand vous devez passer du niveau 8 au niveau 9, et que vous devez gagner 90 XP, là, plus 1 XP, bon, je trouve ça vraiment pas ouf. J'aurais honnêtement préféré juste qu'on reprenne ici, par exemple, le truc du bard. Genre, vous ajoutez un D6 lorsque vous faites des jets de learning, comme le bard, pour apprendre des nouvelles compétences plus rapidement. Ça, je trouve que c'est plus intéressant. Pas ouf, ça, je trouve. Donc lui, c'est une sorte de gros cube gélatineux de l'espace, je sais pas quoi, qui veut ronger le monde entier. Donc, on a l'impression que c'est un truc de constitution. J'ai l'impression qu'ils ont pris à chaque fois une stat différente. Mais... Donc lui, une fois par jour, là j'ai un joueur qui a Mugglblub, vous pouvez vous transformer pendant 3 rounds en un tas de puddle of slime. Donc une sorte de flaque de bave. C'est pratique pour l'infiltration et la discrétion. J'aime bien. Vous pouvez, sur 3 à 7, vous pouvez maxer 2 de vos jets de points de vie, prior or future. Alors ça, c'est pas hyper pratique en termes de règles, honnêtement, parce que vous vous souvenez plus forcément du résultat que vous avez fait à vos jets de dés de vie précédents. Donc un peu casse-tête ça. Je pense, comme vous allez obtenir ce talent au moment où vous allez avoir une montée de niveau, vous pouvez le faire tout de suite sur votre dé de vie actuel, ou pour les prochains. Si par exemple... il faut s'en souvenir, quoi, qu'au niveau 1, vous avez fait 1 sur votre jet de dé de vie et le maximiser a posteriori. Donc, un peu bizarre, ça. Ça reste intéressant. C'est un truc qui augmente vos points de vie, quoi. Donc, ça recolle un peu avec ce qu'on disait au-dessus. Je m'étais jamais fait la remarque, en fait. Je les avais déjà survolés, évidemment, ces trucs. Je m'étais jamais fait la remarque que chaque patron avait un peu sa catégorie. Lui, ça a l'air d'être celui de la constitution, puisqu'il va avoir plus de points de vie et il peut avoir des augmentations en constitution. Il peut choisir d'être immunisé soit à l'acide, soit au froid, soit au poison. Donc ça, dans la campagne Shadowmarch, ça, on se dit souvent c'est le truc qui sert à rien, mais dans la campagne Shadowmarch, il y a eu une utilisation là, récente qui était vraiment un game changer. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs pour résister, ça peut être très très fort.
en fonction... ça semble situationnel, mais le poison, en fait, dès que vous êtes dans... Dès que le MJ, vous êtes dans des trucs un peu dans les villes, etc., ça peut avoir beaucoup d'utilité dans une campagne dans les terres glacées, etc. Cold, c'est pas mal. Enfin, je trouve ça intéressant quand même. Titania. Titania, c'est quoi? Je me souviens plus. Titania, la reine des fées, qui voit toute l'existence comme une sorte de rêve, un sens caché et un côté dramatique poignant. Elle cherche la beauté, l'art, etc. Ok. Pour elle, le monde, c'est une telenovela. Donc sur un 2, une fois par jour, vous pouvez hypnotiser une créature de niveau 5 ou moins pendant 3 rounds. Vous voyez ça, hypnotize, c'est pas hyper précis. C'est un truc où ça peut poser problème. Moi, je pense que tous ces sorts-là, en fait, si j'ai un doute sur comment ils fonctionnent, je vais me référer, vous voyez, au sort, parce que hypnotize, c'est aussi un sort. Qu'est-ce que ça veut dire, hypnotize? Vous pouvez soit le jouer en mode vous réfléchissez autour de la table à c'est quoi hypnotiser concrètement? Est-ce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux à quelqu'un? Est-ce que ça veut dire que je l'immobilise? Est-ce que machin, truc? Vous pouvez vous référer au sortilège, etc. Ou le jouer en arbitrage. Donc là, je sais pas, parce que j'ai pas de joueur qui joue ça. Mais dès que j'aurai un joueur qui choisirait ce truc, je pense que j'en discuterai avec lui. En sachant qu'à chaque fois, en particulier là, quand c'est des pouvoirs de niveau qui tombent sur un double... sur un 2 là, il faut se dire que c'est quand même un des trucs les plus rares de la classe, donc quand il tombe dessus, ça doit pas être pourri quoi. Vous pouvez pas rendre le truc nul. Sinon, vraiment, la classe perd tout son intérêt, vous voyez. Donc ça doit rester quand même fort dans votre manière de pondérer comment ça fonctionne. En plus, c'est qu'une fois par jour, donc... Et à l'imitation du niveau 5, donc vraiment, c'est déjà bien encadré. Ensuite, 3 à 7. Vous apprenez à manier l'arc long ou gagner la possibilité ou gagner +1 aux attaques à distance. Donc ok, là on est sur la classe un peu de dextérité, vous êtes l'archère elfique, etc. Donc dans le thème un peu elfique et tout, la hypnotize, moi je le verrais bien comme un truc de pétrification en fait, tout simplement, qui serait rompu si on attaque la cible. Je pense que ce serait comme ça que je l'arbitrerais perso. 8 à 9, +2 de dextérité ou au charisme, ok. 10 à 11, les sorts hostiles qui vous visent sont toujours difficiles à lancer. Donc difficile, c'est-à-dire que la difficulté est de 15, c'est la difficulté maximum des sorts. Hein. Les sorts sont de difficulté 11 à 15. Bon, sachant que les créatures et tout n'utilisent pas forcément les mêmes règles de magie que les PJ, mais voilà, c'est intéressant, ça vous rend plus résistant à tous les sorts, c'est quand même pas mal du tout. Titania. Ensuite, on a The Willowman, donc le thème un peu cauchemar et tout. Donc lui, une fois par jour, vous pouvez vous téléporter à une distance lointaine que vous pouvez voir. Donc ça, c'est très fort parce que phare, c'est à portée de vue. Alors peut-être que vous pourriez le pondérer un peu, l'arbitrer un peu, genre que si vous êtes, je sais pas, genre vous pouvez pas vous téléporter à la ligne d'horizon non plus, il faut que vous voyez quand même bien l'endroit, mais vous pourriez vous téléporter genre quand même assez loin, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, je pense. Ensuite, 3 à 7, +1 à la mêlée, +1 aux attaques à distance, ok. 8 à 9, +2 en force ou en dextérité. Ok. Et le 10-11, c'est une fois par jour, vous pouvez forcer une créature à faire un jet de morale, même si elle est immunisée. Donc c'est un petit peu l'équivalent du sort Willowman de la sorcière. Sauf qu'il n'y a pas de limitation du niveau de la personne que vous visez. Par contre, vous pouvez le faire qu'une fois par jour. Donc ça honnêtement, c'est très très fort. C'est très 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 fort. En fait, lui, ces deux pouvoirs-là sont quand même des utilitaires très puissants. Faire fuir, genre un dragon. Ou... En fait, vous pouvez faire fuir... vous avez de bonnes chances de faire fuir pas mal de choses. Hein, parce que... Le jet de morale, c'est un jet de sagesse, donc même une créature ultra puissante peut avoir un moral qui est pas ultra puissant. Alors après, votre MJ peut pondérer, etc. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Mais voilà, c'est quand même très très fort. Hein. Après, c'est une seule créature, donc vous pouvez pas faire fuir un groupe. Donc voilà un petit peu pour l'occultisme. Vous voyez qu'en fait, c'est 6 classes pour le prix d'une, entre guillemets. Qui sont finalement une classe assez simple en soi. En fait, il a pas vraiment de trucs cool à part les pouvoirs qui lui sont donnés par son truc. Donc en fait, ça fait vraiment, je suis un mec du commun. Mais j'aspire à devenir puissant. Donc toutes mes capacités spéciales en fait me viennent de mon entité quoi. Et c'est un peu basé sur la chance et sur le fait d'avoir les bonnes bénédictions de mon patron. Donc, quels sont les titres? Sans surprise, on a le favori, Hérald, le porte-parole, l'exalté, l'incarnation. Donc ça c'est plutôt lawful, chaotique. On est marqué, zélote, et notre role, on est l'avatar, le channeler. Bon, très bien, très bien. Voilà pour l'occultiste. Donc encore une fois, l'occultiste c'est une classe qui est un petit peu plus difficile à mettre dans une case que les autres en termes de rôle qu'elle va remplir. En fait, ça dépend vachement de son patron. Il y a quand même certains patrons qui ont l'air d'être plutôt là pour vous aider à vous bagarrer, d'autres c'est des mix en fait. Vous voyez, genre Muglub. Si vous tombez sur le pouvoir qui vous permet de vous transformer en flotte, là je sais pas quoi, bah, ça vous aide pour l'infiltration et la discrétion. Vous pouvez entrer dans les murs où vous êtes inarrêtable un petit peu et vous résistez au poison, vous voyez. Donc en soi, vous avez plus de points de vie aussi. Donc encore une fois, c'est quand on entre dans les Cursed Zine, vous voyez, là, on est dans des classes un petit peu plus thématiques que vraiment je remplis un rôle dans le groupe. Et donc ça peut créer des trucs très spéciaux. On voit aussi que l'occultiste, c'est une classe où
Elle peut avoir des pouvoirs très puissants si elle a de la chance en fait au tirage de ses talents. Et c'est vraiment des pouvoirs qui vont lui donner son identité en tant que classe. Et en fait, elle a plus ou moins des talents qu'elle peut tirer qui augmentent ses chances d'avoir le bon bénéfice de patron, vous voyez. Mais en même temps, c'est un pari, parce que si vous jetez sur votre table de talent et pas sur votre table de patron, vous pourriez ne pas tomber sur sur un de vos talents de patron, vous voyez, pour être très clair. En tant que Warlock, vous avez peut-être envie de tirer, je sais pas moi, le truc pour lire dans les esprits, par exemple, de Shun the Vile, vous voyez. Mais il faut faire un 2 sur la table de Boone. Donc vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Vous pourriez potentiellement avoir plus de chances de l'obtenir suite à un 10-11 sur votre table de talent de base, parce que vous pouvez lancer 2 fois dans votre table de patron. Et en fait, en jetant ici, bah, vous avez aussi des chances de faire entre 2 et 9, donc de ne pas relancer sur la table de patron. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait qu'en fait, le problème qu'on pourrait voir un petit peu dans cette classe, je pense, c'est que vous pourriez jouer un occultiste, mais n'avoir aucun des pouvoirs spéciaux de votre classe une fois que vous êtes niveau 10 à cause du hasard. Et c'est ces pouvoirs spéciaux qui font vraiment la saveur de votre classe. Toutes les autres classes, elles ont dans leur capacité de base, elles sont sûres d'avoir des trucs qui les différencient vraiment des autres classes. Là, potentiellement, mathématiquement, c'est très peu probable, mais vous n'auriez aucun des bénédictions un peu surnaturelles et tout de votre patron. Et du coup, je pense que c'est là que le MJ va pouvoir venir essayer de pondérer avec ce truc-là, le fait qu'en fonction de comment vous vous comportez vis-à-vis de votre patron, si vous voulez vraiment avoir ses pouvoirs et que vous voulez embrasser le côté obscur de la force et aller plus vite, eh bien, ça pourrait être des récompenses qui vous sont données au cours de l'aventure, en dehors des passages de niveau, mais qui pourraient aussi bien vous être repris par votre patron si vous obéissez mal. Donc c'est une classe qui va demander d'être pondérée un petit peu et tout. Nous, on en a encore un dans le groupe, il y en a un qui a quitté le groupe. Honnêtement, je pense qu'il kiffe jouer. Il a juste l'immunité au poison comme capacité spéciale, il me semble. Et ça le dérange pas du tout de jouer un personnage comme ça. Donc voilà. Des joueurs un peu build ou qui pensent vraiment à « Ah, je veux trop que mon perso il ait ce pouvoir, etc. » Ils pourraient être un peu déçus, mais j'ai envie de dire dans Shadow Dark, c'est peut-être pas un jeu pour ce genre de joueur qui veut vraiment jouer un personnage très spécifique, dont il a décidé tout son build, etc., de base. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis la prochaine fois, on se fait le Chevalier de Saint-Sidris pour terminer ce Curse Scrolling. À très bientôt sur le bon MJ et une excellente journée.